sommes en Thaïlande, un pays que le développement économique de ces dernières années a profondément marqué et qui est passé du statut de pays en voie de développement à celui de pays développé. La vie des Thaïlandais a considérablement changé. D'innombrables voitures circulent dans les rues, la Thaïlande étant devenue sous-traitant de grandes marques automobiles. Buildings et usines se sont créés à une vitesse record, dans des agglomérations qui deviennent tentaculaires. Les populations vivant dans les campagnes abandonnent peu à peu l'agriculture pour venir travailler à la ville. Malgré ces changements de mode de vie, l'arrivée de la modernité et de ses affres, les traditions ancestrales demeurent, et parmi elles, celle du crâne. Il suffit d'arriver à l'aéroport de Bangkok pour découvrir les sculptures géantes représentant certains des personnages du crâne. Ils dominent les touristes qui, sans les remarquer, passent à côté de ces géants révérés qui représentent tout un pan de la religion thaïlandaise. Les magasins de reproduction de masques attirent les chalands par la beauté des objets produits, sans toutefois que les acheteurs occidentaux ne comprennent vraiment ce qu'est le crâne. On pourrait qualifier le crâne de sorte d'opéra thaïlandais où les personnages sont majoritairement masqués et s'expriment par la voix de narrateurs. Mais ce serait une vision limitative de tout ce que représente le crâne en Thaïlande. Le point de départ du crâne, c'est l'histoire du Ramakien. Nous sommes ici au Palais Royal de Bangkok, où sont représentés de multiples dessins et sculptures illustrant l'histoire du Ramakien. Le Ramakien est la version thaïlandaise du Ramayana, une sorte d'Iliade et d'Odyssée d'origine indienne. Créée entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et le IIIe siècle de notre ère, cette épopée mythologique s'est propagée dans toute l'Asie du Sud-Est. La version thaïlandaise, le Ramakien, a été adaptée géographiquement et culturellement à la Thaïlande. Réécrit à plusieurs reprises, le récit comprend 4 sortes de personnages principaux: des dieux, des humains, des géants, appelés également démons, et des singes. L'histoire du Ramakien est l'histoire d'une guerre entre Rama, roi des humains, et Totsakan, roi des démons. Totsakan a kidnappé Sida, la femme de Rama. Ce dernier, appuyé par une armée de singes, part la secourir. Ce très long récit est composé de multiples sous-histoires où de très nombreux personnages apparaissent. Le crâne est la représentation théâtrale du Ramakien. À l'origine spectacle réservé au roi, le crâne est aujourd'hui principalement joué dans des théâtres de Bangkok. Mais des extraits sont régulièrement représentés dans des festivals, des mariages, des enterrements ou encore à l'occasion de soirées organisées par des sociétés privées. C'est le cas aujourd'hui, où un passage court va être interprété dans un luxueux hôtel de Bangkok. Nous y rencontrons Benjamin, performeur de ce soir, qui a la particularité d'être le premier occidental à devenir officiellement danseur de crâne. Benjamin est canadien, mais vit en Thaïlande depuis de nombreuses années. Il suit les cours de l'Institut des Arts Dramatiques de Bangkok dans le but de devenir maître, ce qui serait une grande première dans l'histoire du crâne. Arrivé en Thaïlande via un échange interscolaire, il tombe sous le charme de la culture thaï et revient 10 ans plus tard pour étudier le crâne, une danse masquée, acrobatique, où l'émotion se raconte par la gestuelle et non par l'expression du visage ou de la parole. Tous ces aspects ont fasciné Benjamin, qui a dû apprendre à parler le thaïlandais courant, ainsi que le thaïlandais classique, pour pouvoir comprendre la poésie émanant du texte original. Benjamin s'est vu attribuer le personnage du singe, et ce soir, il joue le rôle d'Hanuman. Dès le départ, les enseignants vont regarder d'abord notre physionomie, avec une entrevue, des questions et
sur certaines observations, ils vont voir également notre personnalité et ils vont nous attitrer un personnage. Donc, à partir de là, mon maître, lui, l'a vu tout de suite que j'étais un singe, étant donné que j'étais de petite taille, que j'aime bien rire, que j'étais sympathique. Donc, il a catégorisé, en fait, il a trouvé que ma personnalité, elle figurait bien parmi les singes plutôt que les princes ou les démons. Le personnage d'Hanuman est très populaire en Thaïlande. C'est grâce à lui que le prince Rama délivre sa bien-aimée Sita. Hanuman est un personnage charismatique, courageux et très apprécié du public. Dans ce court extrait, il essaye de séduire la princesse des sirènes. Cette dernière deviendra son épouse et l'aidera dans son combat contre les démons. Ce court passage nous permet de voir toute la vivacité et les facéties du personnage de singe. La surprise est toujours forte lorsque les Thaïlandais découvrent que c'est un occidental qui vient de jouer devant eux. Pourquoi je me suis intéressé au crâne, en fait, c'est que j'ai eu l'occasion à l'âge de 18 ans d'être en échange étudiant en Thaïlande. J'ai habité à Sukhothai, où on retrouve un collège d'art dramatique thaïlandais. Et donc, dès mon arrivée, on m'a proposé, si ça m'intéressait, d'apprendre sur l'art et la culture thaï. Et il y avait entre autres des cours de danse crâne, donc j'ai décidé de l'essayer. En fait, dès le premier regard, j'ai trouvé que c'était très différent de la danse que je connaissais au Canada. Tellement à l'opposé de ce que je connais que tout de suite, je voulais voir un peu ce que c'était. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à pratiquer la danse. On m'a donné l'occasion de donner des spectacles aussi, donc dès la première année. Et puis, oui, c'est ça. Je suis tombé en amour avec la danse. Et puis, mais j'avais jamais dansé auparavant. Donc, j'avais aucune formation de danse. Et donc, tout a été appris à la même manière que les Thaïlandais. Donc, j'ai étudié avec les jeunes de la première secondaire, puis donc les bases, et puis voilà. Avant d'arriver au niveau de Benjamin, les étudiants doivent suivre plusieurs types de cours. Pour comprendre l'essentiel de leur cursus, nous avons rendu visite à des étudiants en art dramatique à l'école de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande. Nous assistons ici à un entraînement de personnages de démons, véritable incarnation du mal dans le Ramakien. L'entraînement est long et difficile. Chaque geste doit être répété des milliers de fois jusqu'à l'assimilation totale par le corps de l'étudiant. Le cursus pour la danse du crâne est... En fait, il y a différentes façons, mais en général, celle que l'on retrouve au Collège d'art dramatique. En fait, les élèves vont débuter dès l'âge de 13 ans, avec la première année du secondaire. Ils vont étudier pendant 6 ans, donc tous les après-midi, à étudier la danse classique, donc la pratique de la danse. S'ensuit quelques cours théoriques, mais on met l'accent surtout sur la pratique. Chacun est attribué un rôle, donc ils vont se spécialiser dans ce rôle uniquement. La souplesse est exigée, la discipline aussi. Les danseurs de crâne doivent maîtriser leur corps. Les singes, de leur côté, s'adonnent aux acrobaties, avec plus ou moins de succès. Dans une autre aile de l'école, la musique traditionnelle est enseignée. Celle du crâne, mais également celle des autres danses traditionnelles thaïlandaises. La musique du crâne, singulière et envoûtante, tient à un subtil mélange de sonorités. Certains musiciens ont une dextérité exceptionnelle, reposant sur une très longue pratique, et les étudiants rêvent d'accéder à leur niveau.
La salle des costumes nous révèle la multitude des différents personnages présents dans le Krone. À chacun d'entre eux, un masque particulier est attribué. Ce masque unique doit montrer les caractéristiques du personnage ainsi que son rang. Les principaux types de masques se reconnaissent aisément. Les humains ne portent qu'une couronne et n'ont donc pas, au sens propre, de masque. Ils sont toutefois très maquillés. Les dieux portent des masques à visage humain ou sont parfois simplement maquillés. Les géants ont des sortes de canines qui remontent vers le haut du visage, ce qui les identifie facilement. Parmi eux, Totsakan, le roi des géants et ennemi du roi humain Rama, se reconnaît par les 10 visages gravés sur son masque. Il est le géant maléfique aux 10 faces. Les masques de singes sont de formes différentes, sans canines remontantes, et beaucoup d'entre eux n'ont pas de couronne, les couronnes montrant le grade des personnages. Les masques d'un même personnage peuvent évoluer dans le cours de l'histoire, notamment si ce dernier vient à monter dans la hiérarchie. Les étudiants vont donner une représentation spécialement pour nous. C'est un privilège. Préparer une représentation de Krone est un processus long et coûteux. Plusieurs heures de préparation sont nécessaires. Les costumes sont difficiles à enfiler, car ils nécessitent d'être cousus sur le comédien, ce qui signifie qu'il est impossible de les ôter sans couper les fils. Les danseurs sont donc immobilisés dans des costumes très épais sous la canicule thaïlandaise pendant des heures. Le maquillage des humains est également long et minutieux. La complexité et le coût de chaque performance expliquent le faible nombre de représentations. Chaque performance demande nombre de danseurs, de musiciens, de narrateurs, d'habilleurs et de costumes. Pour avoir des représentations de danse Krone, ça demande un important budget et il faut penser à la location de costumes, d'instruments de musique, trouver les danseurs, les narrateurs, les chanteurs, les musiciens, donc en plus de l'équipe technique. Donc ça demande beaucoup de moyens. Pour les tailles, donc c'est de moins en moins accessible. Par contre, il y a le gouvernement et la famille royale qui supportent les arts. Donc on retrouve les représentations avec le département des beaux-arts au Théâtre national, mais on retrouve aussi les grandes représentations annuelles royales, donc un immense spectacle avec plus d'une centaine de danseurs sur scène. Donc c'est vraiment impressionnant et ça permet aussi aux gens de voir des représentations magnifiques. Donc, un bon moyen de supporter les arts, pour les faire connaître. Avant de monter sur scène, les étudiants nous expriment leur joie de pouvoir jouer aujourd'hui devant nous. Ils n'ont que peu souvent l'occasion de danser en costume. La scène de combat qu'ils nous interprètent montre bien la symbolique du Krone. Il n'est pas question de chercher une représentation réaliste d'une scène de combat, mais de l'exprimer par la poésie et la beauté des mouvements. Rama et son armée de singes à gauche affrontent le terrible Totsakan et son armée de géants à droite afin de récupérer sa bien-aimée Sida. Les mouvements de chaque personnage sont remarquables. Les humains ont des mouvements gracieux et lents. Les singes sont vifs et acrobatiques, tandis que les démons sont tout en force. Les heures et les heures d'entraînement des étudiants sont récompensées par la réussite de la reproduction précise des gestes longuement et durement appris. Plusieurs générations de Thaïlandais n'ont eu qu'un accès limité au Krone, car cet art ancestral est de moins en moins représenté et enseigné. Mais le gouvernement thaïlandais et la famille royale ont décidé de perpétuer cette tradition et de ne pas la laisser dépérir.
Les occasions de voir du crone, notamment à la télévision, sont plus nombreuses et les cours dans l'enseignement général se sont multipliés. Cette politique a amené des résultats. Un engouement des jeunes générations pour cet art millénaire est de plus en plus perceptible. Ce qui peut être encore plus inattendu dans cette période de forte modernisation de la Thaïlande. Peut-être faut-il y voir une sorte de nécessité pour les Thaïlandais de ne pas perdre leur identité dans la mondialisation qui transforme leur pays. Mais je vous dirais que dernièrement, on sent quand même qu'il y a un certain engouement pour le crone. Donc on voit des jeunes qui apprennent le crone, en fait de toutes les générations qui l'apprennent. Puis malgré que si on regarde l'auditoire, qui regarde le crone, que ce soit au Théâtre National ou au Sala Chalamkung, c'est principalement des personnes âgées ou des jeunes ou des étudiants, mais c'est encore ce que l'on voit, mais je crois quand même que les choses sont en train graduellement de changer. À Bangkok, à l'Institut Kukrit, le dimanche matin, des cours de crone sont donnés à tous les gens désireux d'y participer. Et force est de constater que de très nombreuses personnes viennent apprendre à danser le crone. Les générations et les classes sociales se mélangent dans la reconnexion à leurs racines et à leur culture. Non loin de là, une cérémonie se déroule, en présence de nombreux élèves de tout âge qui viennent prêter respect aux dieux présents dans le Ramakien. Le prêtre qui dirige cette cérémonie est accompagné par quelques-uns des meilleurs musiciens du crone. Cette cérémonie montre le caractère sacré et religieux du crone. La Thaïlande est un pays bouddhiste, mais sa particularité est d'avoir mixé en son sein, au fil du temps, plusieurs types de religions. L'animisme, l'hindouisme et le bouddhisme vipassana se mélangent sans conflit pour former la spiritualité thaïlandaise. Le crone y a toute sa place, le Ramayana, ancêtre du Ramakien, venant de la tradition hindouiste. Les dieux que l'on retrouve dans les personnages du crone sont clairement hindous. Indra, Brahma, Ganesh et beaucoup d'autres encore. Les offrandes aux dieux sont apportées par les étudiants les plus avancés, au sein desquels nous retrouvons Benjamin. Le maître de cérémonie revêt alors le masque de Protumi, un ermite qui est le gourou des arts dramatiques et de la musique. Il va alors, au nom de Protumi, introniser les nouveaux maîtres et bénir les nouveaux étudiants en leur passant un masque sur la tête. Ce rituel très fort montre toute la dévotion des élèves, ainsi que la place essentielle du crone dans la culture du pays. La tradition du crone et les valeurs qu'il véhicule sont un miroir de la société thaïlandaise et de son sens prononcé de la hiérarchie. On peut dire que la danse du crone, évidemment, comme on met en scène l'histoire du Ramakien, dans cette histoire-là, évidemment, je crois qu'il y a un message général où le bien l'emporte toujours sur le mal. À travers les péripéties des personnages principaux, on réussit à avoir certains enseignements. Certains sont rattachés aux croyances bouddhistes, d'autres sont attachés aux croyances thaï, donc différentes de la version du Ramayana indien. On réussit à avoir, je dirais, une vision de la manière dont les citoyens doivent agir avec leurs supérieurs, que ce soit le roi ou que ce soit le gouvernement. Donc on voit, je dirais, l'archétype idéal du bon citoyen. Loyal, dévoué, travaillant,
et honnête. Donc, je crois qu'on a toujours cette belle morale, la trame de fond de l'histoire du Ramakien. Pour assister à l'une des grandes représentations de Krone, nous nous rendons au Théâtre national de Bangkok. Le Théâtre national est l'un des lieux les plus prestigieux de représentation du Krone. Il est situé à proximité de l'Institut des arts dramatiques. La salle des costumes est impressionnante. Des centaines de masques et de costumes sont nécessaires. L'histoire du Ramakien comporte d'innombrables personnages et chaque pièce issue de son histoire demande la présence de multiples acteurs. La préparation est longue et minutieuse. Les mains cousent, serrent, ajustent, l'erreur est interdite. Les danseurs essayent leurs masques. Ils ne sont pas toujours adaptés à leur taille et ils doivent donc insérer des mousses pour les ajuster. Cette étape est très importante car les masques ne doivent surtout pas tomber durant la représentation. Les acteurs principaux interprétant Totsakan en vert et son frère Tapanasun en rouge répètent dans les loges. Le Krone a évolué au cours de ces 80 dernières années. Cet art tente de devenir plus populaire tout en gardant sa forme originale. La principale transformation se passe au niveau du script où les auteurs tentent de se rapprocher d'une narration romanesque. Il est impossible dans un seul spectacle de raconter l'intégralité de l'histoire. Les représentations ne racontent donc que des passages spécifiques du Ramakien. Mais au lieu d'une épopée complexe avec de nombreux protagonistes, telle qu'elle était racontée auparavant, en suivant la continuité du texte, les représentations se focalisent désormais sur un personnage central, en ne montrant que les scènes le concernant et en excluant d'autres passages pouvant advenir au même moment de l'histoire à d'autres protagonistes. Toutefois, certains épisodes relativement brefs peuvent être racontés dans leur intégralité. C'est le cas de la représentation d'aujourd'hui, qui illustre un passage du Ramakien qui concerne le personnage de Tapanasun. C'est un récit de bataille. Dans son combat contre Rama, Totsakan, le roi des démons qui a kidnappé Sida, la femme de Rama, subit de lourdes défaites. Être immortel ne s'avouant jamais vaincu, Totsakan essaye par tous les moyens de vaincre Rama et son armée de singes. Totsakan vient d'être humilié par l'un des singes, Hanuman, ami de Rama. Pour se venger, il invite son frère Tapanasun à prendre la tête de son armée. Lorsque Tapanasun le rejoint, Totsakan organise un banquet splendide en son honneur avant le départ au combat. Ce banquet est l'occasion de voir intervenir des comiques qui vont venir égayer la représentation. La fonction du comique est non seulement de venir divertir le spectateur, mais il peut aussi parfois résumer l'histoire qui s'est déroulée auparavant et introduire la suite de la représentation. Ils sont les seuls personnages à parler directement sur scène dans un thaïlandais courant. Le reste des personnages s'exprimant par la voix de narrateurs qui, à l'écart de la scène, parlent dans un langage ancien, très différent du thaïlandais moderne et pouvant ne pas être entièrement compris par l'audience. Les comiques ont donc un rôle très important qui a été introduit assez récemment et qui est devenu partie intégrante des spectacles de Krone. Les préparatifs pour le combat commencent alors. Dans le camp de Rama et de son armée, les informations sur l'arrivée de Tapanasun leur parviennent. L'armée des singes se met alors en route. Finalement, l'armée des singes et celle des démons sont prêtes à combattre.
Rama lui-même tue une quantité importante de ses adversaires démons. Acculé, Tapanasun se résout à affronter Rama en combat singulier. Rapidement défait, Tapanasun use de ses pouvoirs magiques pour agrandir la taille de son corps et se transformer en géant. Il s'enfonce alors dans la terre sous le poids de son propre corps. À l'aide de ses bras gigantesques, il attrape les singes et les amène dans sa bouche immense. Rama ordonne alors à l'un des singes nommé Sukrip de couper les bras du géant. Tapanasun est vaincu. Rama lui décoche alors une flèche qui le tue sur le coup. L'armée des singes ressort du ventre du géant et Rama demande au dieu Indra de leur redonner la vie à l'aide de son eau sacrée. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette danse, elle peut évoluer, comment elle peut renaître ou comment elle peut devenir significative pour tout le monde. La danse classique, elle a survécu de nombreuses années, elle est toujours là, mais savoir comment la renouveler pour qu'elle ait un message ou qu'elle soit pertinente aujourd'hui au 21e siècle, c'est là toute la question. Benjamin a fait un pari que peu de danseurs de Krone osent tenter, celui de l'aventure de la danse contemporaine. Une nouvelle génération d'artistes souhaite se démarquer de plus en plus de la danse thaïlandaise traditionnelle. Les chorégraphes s'attelant à ce travail sont peu nombreux. Benjamin a rencontré l'un d'eux, Jiti Champi. Jiti est l'un des chorégraphes les plus en vue de Thaïlande. Il a créé sa compagnie en 2010. Il était auparavant danseur professionnel. En devenant chorégraphe, il a dû évoluer, trouver sa propre voix, sa touche personnelle. Souhaitant marquer son identité thaïlandaise, Jiti a pris conscience de la similitude entre les mouvements des personnages du Krone, notamment ceux du singe, et ses propres mouvements en tant que danseur contemporain. Un long travail de recherche sur le Ramakien fut alors nécessaire, car de la même manière que nous ne connaissons que peu les opéras français, Jiti n'avait que peu de culture sur le Krone. Désireux d'amener les nouvelles générations à découvrir le Ramakien et de préserver sa culture, Jiti a commencé à faire des représentations contemporaines de Krone. Une partie du public thaïlandais reste en effet hermétique au Krone, jugé trop long. Les représentations peuvent durer jusqu'à 4 heures, et ayant un côté répétitif inhérent à la tradition. Jiti cherche donc à s'adresser aux nouvelles générations de spectateurs, mais aussi de danseurs. Tout comme Benjamin, les danseurs de Jiti sont à la base des danseurs classiques de Krone, que Jiti veut faire évoluer dans leur façon de travailler et dans leur démarche personnelle. Ces danseurs continuent tous une carrière classique en parallèle de leur travail avec Jiti.
Un véritable challenge pour ces danseurs de crone qui viennent travailler avec lui, mais également une opportunité de sortir de la routine des représentations classiques. De passer du classique au contemporain n'est pas aussi évidente que je le croyais. Évidemment, on est formé dans un cadre, on a des bases et notre mouvement, notre corps est habitué à bouger d'une certaine façon. Donc, pour moi, c'est assez complexe parce que j'avais aucune base autre que la danse classique thaïlandaise. Donc, je n'avais pas de base de ballet ou de contemporain. Donc, c'est très différent, les codes sont différents, la musique, le rythme, tout ça, il faut vraiment s'adapter. C'est pas une mince affaire, mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui nous amène à évoluer et à trouver une nouvelle façon de bouger. Maintenant, nous avons Benjamin, un nouveau danseur, ou plutôt un nouvel artiste, qui vient travailler avec nous. C'est un nouveau challenge pour moi de travailler avec lui, parce que la plupart de mes danseurs travaillent avec moi depuis plus de 5 ans. Ils ont appris beaucoup de techniques, ils connaissent mon style, comment on travaille ensemble. Pour Benjamin, c'est très dur, vous savez, de travailler avec nous. Parce qu'ils s'entraînent et jouent à l'école nationale, et leur façon de faire est très narrative et beaucoup plus classique. Tout est figé. Je veux dire, notre travail n'est pas basé sur l'improvisation. Il ne suffit pas de prendre ce qu'ils ont fait et de le changer. Notre création repose sur vous. Pourquoi vous êtes sur scène et pourquoi vous dansez avec nous. Ce spectacle, appelé Monos, est donc basé sur l'histoire du Ramakien. Il raconte un épisode précis comportant 2 personnages centraux. Kasorn Tamala, le singe, et le démon Moongornkan. Mais ceci ne constitue qu'une base de travail pour GT. Quand des artistes viennent travailler avec moi, ils m'inspirent pour créer des mouvements, pour créer une nouvelle histoire, pour créer une nouvelle interprétation de l'histoire. On ne cherche pas à imiter le travail original parce qu'il est déjà magnifique en soi. Selon moi, le meilleur moyen, c'est de partir de mon imagination et de créer avec les danseurs avec lesquels je travaille. Donc, travailler avec des danseurs de crone me facilite le travail. J'ai découvert que le Ramakien comporte de nombreux thèmes sociaux et politiques dont vous pouvez interpréter les histoires et les mettre en parallèle avec votre façon de vivre. C'est ce que j'ai découvert et qui me permet de créer. GT interprète donc le Ramakien à sa façon, sans devoir suivre les codes du crone. La musique est composée de morceaux de tango contemporain argentin, car ce spectacle a été créé dans le cadre d'un échange culturel entre la Thaïlande et l'Argentine. 2 artistes contemporains, un musicien et un chorégraphe travaillant sur un projet visant à faire connaître leurs cultures respectives. Un travail complexe, un moyen de partager sa culture sous une forme d'expression plus adaptée au monde contemporain. Faire évoluer le crone tout en conservant l'essence, tel est le challenge de GT et de ses danseurs. Un travail difficile, notamment pour Benjamin. Mais après quelques mois d'entraînement, ce dernier parvient à s'adapter et à montrer ses qualités de danseur, sans masque et sans costume. Il interprète le personnage de Kasorn Tamala, le singe, qui, ami avec un démon, doit choisir entre son amitié et son roi. GT adapte cette histoire en y incorporant ses propres thématiques, sa propre vision. Empli d'humour, de poésie et d'amour, le spectacle amuse et captive. L'ambiguïté et l'étrangeté sont au rendez-vous d'une représentation qui change tous les jours suivant les envies et désirs d'expérience de son créateur.
Mais Jiti ne s'arrête pas au Ramakien. Il puise également son inspiration dans l'opéra classique. Ici, une adaptation des Pêcheurs de perles, le célèbre opéra de Georges Bizet. Jiti a été fasciné par cette œuvre dont l'histoire se déroule au Sri Lanka et a décidé de faire un travail de modernisation semblable à celui qu'il entreprend sur les bases du Ramakien. C'est la même chose que pour le crône. Si vous demandez à la plupart des gens, ils ne veulent pas avoir du crône, parce qu'ils ont peur de s'endormir, exactement comme pour l'opéra. Si vous demandez aux nouvelles générations s'ils veulent voir de l'opéra, je pense qu'ils vont dire non, parce qu'ils vont s'endormir, parce que c'est trop long. C'est la même chose. Et après avoir vu une représentation à l'Opéra national de Hollande, je me suis donné le challenge de créer une pièce contemporaine inspirée par Les Pêcheurs de perles de Georges Bizet. Cette pièce a été jouée à l'Opéra national de Hollande. Lors de cet événement, Jiti avait décidé d'utiliser les mouvements du crône ainsi que des masques créés spécifiquement pour les personnages de cet opéra. La version jouée ce soir, avec le soutien de l'ambassade de France, est différente. Les masques et les mouvements du crône ont disparu. D'autres accessoires les remplacent pour symboliser les personnages. De simples sceaux se substituent aux masques. La musique a été minimisée, ainsi que le nombre d'acteurs, mais la symbolique reste entière. Le Ramakien et le crône sont toujours présents, sous-jacents. Jiti n'est pas le seul chorégraphe contemporain à s'inspirer du crône. Pichette Klounchoun revisite le Ramakien depuis plus de 15 ans. Pichette a un parcours atypique. Il commence par étudier la science jusqu'au lycée, puis décide de se tourner vers l'art à l'université. Il suit alors le parcours du danseur de crône classique. Son maître, l'un des plus réputés de Thaïlande, lui attribue le personnage de démon. Il en apprendra toutes les danses. Devenu danseur classique, Pichette se met rapidement à la chorégraphie avec succès, en travaillant notamment sur les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux asiatiques de 1998 à Bangkok. Amené lors de ces événements internationaux à travailler avec des artistes contemporains, Pichette découvre la danse contemporaine et change de direction. Il commence à créer des pièces inspirées du Ramakien et du bouddhisme en se détachant des codes classiques. La question du masque, c'est la plus importante. Vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez pas le mettre à terre. Quand vous le portez, vous devez prier. C'est très, très culturel. Pour ma première création, j'ai utilisé ce masque, le noir, sans porter le costume traditionnel, et je l'ai retiré pendant la représentation. Ça a été un très, très, très grand événement. Tous mes professeurs étaient en colère. Tous mes amis étaient en colère. Tout le monde s'est énervé contre cette idée. Et à ma deuxième création, avec ce masque, celui de l'éléphant, tout le monde a cru que c'était le dieu Ganesh. Mais non, ce n'est pas Ganesh. Les gens ont toujours un seul point de vue. Quand ils voient un masque d'éléphant, c'est Ganesh. Non, ce n'est pas Ganesh. C'est un épisode de la vie de Bouddha, où Bouddha renaît en éléphant, d'après le texte bouddhiste, et donc j'ai adapté cette histoire pour cette pièce. Pendant 10 ans, Pichette bouscule le monde du crône en créant des spectacles uniques, très éloignés du crône traditionnel. Pourtant, il déclare ne pas chercher à modifier le crône. Les Thaïs me demandent « Pichette, pourquoi veux-tu tout changer ?»
Je leur réponds que non, je ne veux rien changer du tout. Je veux juste ajouter quelque chose. Prenons un exemple. Si vous avez une maison et que dans votre maison, il y a 2 chambres, une pour vous et une pour votre mère. Ok, mais j'ai un bébé maintenant. J'ai besoin d'une autre chambre. Donc j'ajoute une chambre. Je n'ai rien changé du tout. J'ai juste besoin de plus. C'est mon idée. Ajouter et développer. Pourquoi j'ai besoin de développer? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas 100 ans en arrière. Pichette cherche à ouvrir la culture thaïlandaise à celle des autres pays. En adaptant le ramakien dans une forme moderne, il souhaite le rendre accessible sans que l'audience n'ait à en connaître les codes. Son idée est de rassembler en créant un langage moderne et compréhensible par l'ensemble du public et des artistes contemporains thaïs et étrangers. Une façon de pouvoir partager sa propre culture et de comprendre celle des autres nations. Aujourd'hui, Pichette s'éloigne du krone, mais continue de s'inspirer des danses traditionnelles thaïlandaises. Ayant créé sa propre compagnie et son propre théâtre grâce au soutien de donateurs le plus souvent étrangers, il continue à révolutionner la danse classique. La répétition de ces danseurs commence par une pratique des danses traditionnelles thaï. Même si le travail de Pichette en est visuellement très éloigné, ce dernier tient à ce que ces danseurs conservent en mémoire l'énergie, le rythme, l'émotion de la danse traditionnelle. Puis les danseurs se livrent à une séance de méditation dans le plus pur esprit bouddhiste. Je ne sais pas si c'est par hasard ou par accident, mais il se trouve que je suis bouddhiste. Les Thaïlandais sont bouddhistes. Et quand je danse et que je pratique la danse traditionnelle thaï, je me sens très calme. Mon cœur, mes sentiments, tout se calme. La marche est composée de pas. Chaque pas est un élément en soi qui amène à la marche. Le ressentir, c'est vivre l'instant présent. Comprendre l'origine de chacun de ces mouvements, voilà ce que Pichette attend de ses danseurs. Je me suis dit, pourquoi ne pas intégrer le concept de la méditation dans le mouvement? C'est-à-dire que vous regardez vos mouvements au lieu de les suivre. Vous êtes là et vous observez vos mouvements. Quand votre corps bouge, vous vous contentez d'observer vos gestes. C'est comme dans la méditation bouddhiste, s'asseoir et observer. Observez votre respiration, votre esprit, observez vos pensées, tout ce qui arrive. Vous êtes assis, vous observez et vous comprenez. Ah, je vois. C'est grâce à ceci que ce mouvement-là se produit. Et c'est grâce à cela que ce mouvement-là se produit. Mais Pichette ne se définit pas seulement en tant que Thaïlandais bouddhiste, mais aussi en tant que scientifique. Ses études lui ont amené une manière de raisonner, d'analyser, purement scientifique. Pichette a analysé les 60 positions traditionnelles des danses thaïlandaises. Il a constaté que tous ces mouvements créaient des cercles. En recherchant plus profondément, en travaillant sur la position des genoux, des hanches, des bras et autres parties du corps, Pichette a observé des triangles dans les positions. Il s'est donc interrogé sur le sens du triangle. On trouve beaucoup de triangles dans la peinture thaïlandaise, sur les façades des temples ou encore dans la position assise du Bouddha. Pichette a alors créé des diagrammes, des positions schématisées pour donner un cadre à ses danseurs
qui sont libres d'évoluer selon leurs émotions à l'intérieur de ce cadre. Un cadre composé de cercles et de triangles. La pièce s'intitule « Liberté de mouvement ». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malgré les difficultés rencontrées au cours de son évolution artistique, Pichette a réussi à créer son propre univers, sa propre façon de voir la danse, et il ne compte pas s'arrêter là. Quand j'aurai environ 60 ans, je prévois de créer ma propre école pour y enseigner selon mes idées. Au début, quand j'ai commencé à vouloir avoir ma compagnie, les gens ont dit « Oh, c'est difficile d'avoir une compagnie ». Et je le pensais aussi. Je voulais avoir un théâtre, mon propre théâtre. Comment faire? Mais maintenant, nous l'avons. Si vous faites les choses sérieusement et que vous le faites aussi pour le bien des autres, que vous travaillez et que vous avancez, les gens vont vous soutenir. Je crois en ça. Nous sommes de retour à Chiang Mai, à l'école des arts dramatiques. Aujourd'hui se déroule un spectacle de Krone en guise d'hommage au plus grand maître de singe. Une représentation exceptionnelle où les meilleurs danseurs de singes livrent une performance unique. Beaucoup d'entre eux sont déjà âgés et ne dansent plus régulièrement. Avant la représentation, un hommage est rendu à tous ces grands maîtres qui sont accompagnés de nombreux danseurs de la nouvelle génération. Un passage de relais symbolique entre ancienne et nouvelle génération de danseurs. Le spectacle, bien que complètement traditionnel, sera teinté d'une dose d'humour plus présente que d'ordinaire. Il est axé sur le personnage préféré des Thaïlandais, Hanuman. Ce singe facétieux, ami du roi Rama, ayant un rôle primordial dans l'histoire du Ramakien. Au cours de la représentation, une scène célèbre, la scène dite de la sangsue. Un sorcier malicieux tente un piège à Hanuman en jetant sa canne dans une source d'eau potable. Le sortilège transforme le bâton en sangsue qui saute au visage d'Hanuman. Ce dernier va essayer de s'en débarrasser par tous les moyens. L'occasion pour ce personnage de réaliser de nombreuses cabrioles. Chacun des grands maîtres venant à son tour sur scène l'interpréter. Puis, le traditionnel affrontement se prépare entre l'armée des singes et l'armée des démons. Respectant tous les codes, ce spectacle s'inscrit dans la ligne du Krone traditionnel. Cet art ancestral continue d'exister sous sa forme originelle, malgré les contraintes économiques et la mondialisation qui menacent l'identité culturelle du pays. La Thaïlande résiste et continue d'affirmer sa culture, tant de façon classique que sous une forme nouvelle. Cette opposition entre une société très organisée, respectant aveuglément les règles, et une nouvelle génération désireuse de plus de liberté, ne remet pas en cause les fondamentaux culturels du pays.
La coexistence de ces deux mouvements, qui préservent chacun à leur manière le Krone de l'oubli, est sûrement la promesse d'une pérennisation de cet art. Rama et Totsakan continueront de se battre pendant encore de très longues années.